Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Théorie de Galois. Et alors aujourd'hui, je voulais commencer à parler d'extensions résolubles et d'équations résolubles par radicaux. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une dernière chose dont il fallait que je vous parle avant d'attaquer ça, et après promis, on s'en occupera enfin. Cette dernière chose dont je voulais parler, c'est le deuxième volet de la correspondance de Galois. Alors, je vous ai énoncé la correspondance de Galois la dernière fois, enfin, il y a 2 épisodes, qui disaient qu'en gros, si on avait L sur K, une extension galoisienne, alors on a une bijection entre les corps M, incluant L, et qui contiennent K, okay, les sous-corps, donc les sous-extensions si vous voulez, et d'un autre côté, les sous-groupes du groupe de Galois L sur K. Groupe de Galois de L sur K. Et cette bijection, elle est donnée par quoi? Si je prends encore M, comment j'obtiens un sous-groupe du groupe de Galois? Je prends les éléments qui sont fixés, enfin, je prends les éléments du groupe de Galois qui fixent M, donc c'est cette chose-là. Et si je prends un sous-groupe, comment je récupère cette chose-là? Et je prends L puissance H. Donc c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui sont fixés par H. Et une autre petite chose qu'on a pu remarquer aussi, c'est que le degré de L par rapport à L puissance H, ça va être le cardinal de H. Okay, donc ces bijections-là, si vous prenez le degré par rapport à L d'un côté, et de l'autre côté, ce sera le cardinal du groupe. Okay, ça, c'était le lemme d'Artin, en fait, qui annonçait ce truc-là. Ok, donc voilà ce que c'est que le premier volet, c'est ce qu'on a vu essentiellement la dernière fois. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième truc, qui est le deuxième volet de la correspondance de Galois. Alors, l'idée de ce deuxième volet de la correspondance de Galois, elle part d'une idée toute simple. Imaginons que j'ai comme ça des corps empilés, donc je prends une extension L sur K qui est galoisienne finie, je regarde un sous-corps, et on a une bijection entre les corps intermédiaires entre K et L, et d'un autre côté, si j'ai le groupe de Galois, on a une bijection entre les sous-groupes de ce groupe de Galois et les corps intermédiaires. Okay, le groupe maximal, il va être envoyé sur le plus petit corps, les bijections sont décroissantes et réciproquement. Et si je prends un groupe au milieu, quelque part, j'obtiens un corps au milieu quelque part, et réciproquement, si j'ai un corps quelque part au milieu, j'obtiens un groupe. Alors comment le groupe et le corps sont liés? En fait, la manière dont ils sont liés, c'est que ici, on a un groupe de Galois, qui est le groupe de Galois de L sur M, et cette chose-là, en fait, c'est H. Et c'est ça que nous dit essentiellement la correspondance de Galois. Et il y a évidemment un sens réciproque, mais je m'y intéresse pas pour l'instant. L'idée, la question qu'on peut se poser, c'est, mais en fait ici il y a un trait sur lequel on ne sait pas grand-chose. Le trait sur lequel on ne sait pas grand-chose, c'est celui-là. Celui-là, a priori, peut-être qu'il y a un groupe de Galois. À quoi ça pourrait ressembler le groupe de Galois de M sur K? Bon, là on peut se dire, si on veut une correspondance de Galois, il faudrait pouvoir construire un groupe à partir des trucs qui sont ici. Okay, le truc c'est que H est déjà pris, c'est le groupe de Galois qui est là-haut. G, il est déjà pris, c'est le groupe de Galois de L sur K. Et donc, comment on construit un truc à partir de G et H qui n'est ni H ni G? On peut faire le quotient par exemple. Donc on pourrait espérer un truc du genre, le quotient G sur H, ça va être le groupe de Galois de M sur K. Alors évidemment, dans cette équation-là, il y a pas mal de problèmes. Le premier problème, c'est le fait que pour faire un quotient, donc je vais écrire la liste des problèmes ici. Premier problème, pour écrire G sur H en tant que groupe, donc pour voir ce truc-là comme un groupe, il faut que H soit distingué dans G. Okay, et je le noterai comme ça dans la suite. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, on a considéré le groupe de Galois d'une extension sans se poser de questions sur le fait qu'elle était galoisienne. Le truc, c'est que pour avoir des théorèmes intéressants sur les groupes de Galois, des extensions, on a besoin quand même que les extensions soient galoisiennes. Par exemple, pour avoir le fait que le cardinal du groupe de Galois, c'est égal au degré de l'extension, on a besoin que l'extension soit galoisienne. Donc, on voudrait aussi que l'extension M sur K
soit galoisienne. Donc on a ces deux problèmes-là à gérer. Et en fait, on va voir que ces deux conditions-là, par l'opération du Saint-Esprit, elles sont en fait équivalentes. Alors, vérifions ça. Alors voilà ce qu'on va démontrer. Donc on s'est fixé une extension galoisienne finie et on a G son groupe de Galois et on regarde à l'intérieur M, un corps intermédiaire entre K et L, et H un sous-groupe de G du groupe de Galois et on suppose qu'ils sont reliés par la correspondance de Galois. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont reliés par la correspondance de Galois? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que M c'est le corps des invariants sous le groupe H de L et une deuxième chose, ça veut dire que H c'est le groupe de Galois de L sur M. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo sur la correspondance de Galois. Et alors, dans ce cas-là, la condition qui était la bonne condition pour qu'on puisse regarder, pour qu'on puisse espérer une correspondance de Galois entre le quotient G sur H et le groupe de Galois de M sur K, les deux conditions dont on avait besoin, c'est que H soit distingué dans G et que M sur K soit galoisienne. Et en fait, on va montrer que ces deux conditions-là sont équivalentes sous les hypothèses qui est au-dessus. Alors, démontrons ça. La première chose à voir, c'est que M sur K est galoisienne si et seulement si, pour tout G morphisme de M dans C qui laisse fixer K, on a G de M inclus dans M. Pourquoi c'est vrai ça? Donc là je vais mettre un symbole d'équivalence. Pourquoi c'est vrai ça? Parce que si l'extension est galoisienne, les morphismes de M dans C qui laisse fixer K, c'est exactement les éléments du groupe de Galois. Donc évidemment, il fixe M. Ça c'est ce qu'on avait vu dans les fois précédentes. Si on a une extension galoisienne et un morphisme de M dans C qui laisse fixer le sous-corps en dessous, alors le morphisme va laisser M fixé. La réciproque, c'est un peu plus subtil. Réciproquement, on va supposer que tout morphisme de M dans C qui laisse fixer K, que pour tout morphisme de M dans C qui laisse fixer K, on a cette inclusion-là. Alors comment on va montrer que ce truc-là est galoisien? Si ce truc-là n'est pas galoisien, ça veut dire qu'on a un élément dans M dont tous les conjugués ne sont pas dans K, a priori. On a certains conjugués qui ne sont pas dans K. Maintenant, ces conjugués qui ne sont pas dans K, on peut construire un morphisme. Si je prends un élément dans M dont tous les conjugués ne sont pas dans K, j'appelle X cet élément dans M, je peux construire un morphisme qui va de M dans C et qui envoie X sur un des conjugués de X qui n'est pas dans M. Et cette chose-là, je peux le faire grâce au lemme de prolongement des morphismes, et ça montre donc que j'ai un morphisme de M dans C qui laisse fixer K et qui envoie X, qui est l'élément de M duquel je suis parti, sur un de ces conjugués qui n'est pas dans M, qui n'est pas dans M. Et donc on n'aura pas cette inclusion-là. Donc ça montre que si M sur K n'est pas gaussienne, alors il existe un morphisme de M dans C qui laisse fixer K et qui ne laisse pas stable M. Donc voilà l'origine de cette équivalence-là. Donc là, je vais un petit peu vite parce que c'est des arguments qu'on a déjà pas mal vus. N'hésitez pas à les écrire pour être sûr de ce que je raconte. Mais essentiellement, tout est contenu en fait dans les vidéos. On dit un bout de temps maintenant, mais n'hésitez pas à les revoir si ça bloque. Alors maintenant, le fait que pour tout morphisme de M dans C qui laisse fixer K, on ait que G de M soit inclus dans M. En fait, c'est la même chose que de dire que pour tout G dans le groupe de Galois de L sur K, on a G de M qui est inclus dans M. Bon, alors, il y a un sens qui est évident entre ces deux choses-là, c'est ce sens-là. Ce sens-là, il est évident, parce que si pour tout morphisme de M dans C qui laisse fixer K, on a que G de M inclus dans M, mais en particulier, si je prends un élément du groupe de Galois, c'est un morphisme, enfin, vous pouvez le voir comme le prolongement d'un morphisme de M dans C qui laisse fixer K. Okay, vous pouvez le voir comme un de ces morphismes-là, et donc vous savez qu'il laisse inclus M dans M. L'implication qui est un peu plus délicate, c'est celle-là. Comment on fait ça? C'est encore en fait le lemme de prolongement des morphismes. Mais parce que supposons cette chose-là et montrons ça. Je prends un morphisme de M dans C qui laisse fixer K. Ok? Donc il va vérifier ça. Maintenant, ce morphisme-là, grâce au lemme de prolongement des morphismes, je peux le prolonger en un morphisme de L dans C qui laisse fixer K. Ce morphisme de L dans C
c'est un élément du groupe de Galois, hein, c'est essentiellement par définition, et parce que l'extension est galoisienne, donc un morphisme de L dans C, en fait ça va être un morphisme de L dans L, parce que l'extension est galoisienne. Ok. Et donc, si j'ai un morphisme ici, je le prolonge en un morphisme de ça, et donc, si G de M est inclus dans M pour le morphisme prolongé, et ben ce sera vrai pour le morphisme restreint au-dessus. Donc ça montre bien cette implication-là. Si cette chose-là c'est vrai pour les morphismes du groupe de Galois, alors c'est vrai pour ces morphismes-là, essentiellement parce qu'on peut prendre des morphismes ici et les prolonger en un morphisme là. Voilà ce que ça dit. Ok, encore une fois, je vais un peu vite, parce que y a pas mal de choses à dire quand même, donc n'hésitez pas à mettre pause et à faire les calculs de votre côté si ça vous semble flou, ce que je raconte. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est que cette chose-là, c'est équivalent à dire que G de L puissance H est inclus dans L puissance H. Là, j'ai juste remplacé M par L puissance H en utilisant le fait qu'ils étaient reliés par la correspondance de Galois. Maintenant, le truc, c'est que G fois L puissance H, en fait, ça, c'est L puissance GH G-1. Alors, en quel honneur? Vérifions ça. Si je prends X dans L GH G-1, ok, on regarde Y qui va être G-1 de X. Ok, et on a que X c'est G de Y. Ok, et Y il va être dans L puissance H. Pourquoi il va être dans L puissance H? Parce que si je prends H dans grand H, on a que H de Y, ça va être égal à H de G-1 de X. Maintenant, X, il est dans ce truc-là, donc on a que GH de Y, c'est GH G-1 de X, et ça, comme X est dans l'ensemble des éléments fixés par GH G-1, cette chose-là, ça fait X. Donc, si je compose par G-1 des deux côtés, j'obtiens que H de Y, c'est bien G-1 de X, qui n'a rien d'autre que Y. Ok, donc ça me montre la première inclusion comme ça, et la deuxième inclusion. Si je prends Y dans L puissance H, G de Y égale X, alors, si je prends H dans GH G-1, j'ai que, on va vérifier que dans ce cas-là, X, il est dans ce truc-là. Donc pardon, si on prend H dans H, et GH G-1 qui va être du coup dans G grand H G-1, on a que du coup GH G-1 de X, c'est GH G-1 G de Y, ça c'est GH de Y. Maintenant Y il est dans les éléments fixés par H, et donc cette chose là ça fait G de Y qui est bien égal à X, donc tout va bien. Donc finalement on a bien cette égalité là. Ok, donc cette petite note étant faite, on peut continuer la chaîne d'équivalence en disant que notre chose au-dessus là, c'est équivalent au fait que pour tout G dans le groupe de Galois, de L sur K, on a, et là j'utilise le fait que G, L puissance H, c'est ce truc-là, donc L puissance GH G-1 égale à L puissance H. Maintenant, j'utilise la correspondance de Galois, et j'utilise essentiellement le fait qu'elle est bijective. Et donc le fait qu'elle est bijective, ça nous permet de dire que si on a cette égalité-là, alors on a égalité entre les groupes GH, G-1 et H. Et donc c'est dit que pour tout G dans le groupe de Galois, on a que GH, G-1, c'est égal à H. Et ça, c'est exactement la même chose que de dire que H est distingué dans G. Et donc finalement, on a bien montré ce qu'on souhaitait. M sur K est galoisienne, si et seulement si H est distingué dans G. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est sous ces hypothèses-là, est-ce qu'on a bien la conjecture qu'on souhaitait, à savoir que G sur H, ce serait le groupe de Galois de M sur K. La réponse, ça va être oui, évidemment, vous en doutez. Donc, le lemme qu'on va montrer maintenant, on va même lui donner une nom de proposition, et en fait, c'est ça le deuxième volet de la correspondance de Galois, en tout cas ce que j'appelle le deuxième volet de la correspondance de Galois.
Donc on reprend L sur K, une extension galoisienne finie, et j'ai son groupe de Galois. On prend M qui va être inclus dans L et qui contient K, et H, un sous-groupe de G relié par la correspondance de Galois. Donc, encore une fois, ça veut dire que le corps des invariants de L sous H, c'est égal à M, et réciproquement que le groupe de Galois de L sur M, c'est H. Ok. Si les conditions du lemme sont vérifiées, alors les conditions du lemme, je vous rappelle que c'est deux choses qui sont équivalentes, à savoir que H est distingué dans G, ou bien que l'extension M sur K est galoisienne. Ben sous ces conditions-là, on a que le groupe de Galois de M sur K est égal au quotient G sur H. Alors évidemment, l'égalité là, en fait, elle est à prendre comme un isomorphisme, mais en fait, mieux que ça, c'est même un isomorphisme qui est naturel en certains sens. C'est-à-dire que essentiellement, il va dépendre d'aucun choix qu'on va faire. C'est un isomorphisme qui apparaît entre guillemets naturellement. Alors, là, il n'y a pas 40 façons de faire. On va essayer d'exhiber un morphisme entre les deux, et puis on va montrer que ce truc-là, c'est bien un isomorphisme. Alors, déjà, un point duquel on peut partir, c'est qu'on sait a priori que ces deux trucs ont le même cardinaux. Alors pourquoi? Donc, on va commencer la preuve. Première remarque, ces deux trucs-là, le groupe de Galois de M sur K et G sur H, ont le même cardinal. Alors, en quel honneur? Ce qu'on peut faire, c'est dire que le cardinal du groupe de Galois, c'est égal au degré de l'extension. Et ça, c'est quand même parce que l'extension est galoisienne. Et pourquoi l'extension est galoisienne? Parce qu'on a supposé que les conditions du lemme étaient vérifiées. Ok, mais maintenant, si j'utilise la multiplicativité des degrés, ce truc-là, c'est L sur K sur, que je dise pas de bêtises, L sur M. Ouais, c'est ça. Et maintenant, L sur K, c'est égal au cardinal du groupe de Galois de L sur K. Et ça, encore une fois, c'est parce que l'extension L sur K est galoisienne. Et pareil en dessous. Ce truc-là, c'est égal au cardinal du groupe de Galois de l'extension L sur M. Maintenant, ce groupe de Galois-là, par définition, c'est H. Donc ça, c'est le cardinal du groupe de Galois. Donc le cardinal de H. Ce groupe de Galois-là, par définition, c'est H. Pardon, j'ai dit H ici. Ici, c'est G. En dessous, c'est H. Essentiellement parce que M et H sont reliés par la correspondance de Galois. Donc H, c'est égal au groupe de Galois de L sur M. Et donc, ce truc-là, c'est bien le cardinal du groupe de Galois, du groupe G sur H, pardon. Donc on a bien égalité entre les cardinaux. Donc, en fait, ce dont on va avoir besoin, c'est juste d'une inclusion dans un des deux sens, puisqu'on a égalité des cardinaux. Alors maintenant, pour passer d'un des deux groupes à l'autre, on va quand même avoir besoin d'un morphisme, parce qu'a priori, c'est pas exactement les mêmes groupes, mais bon, on va trouver un morphisme naturel entre les deux. Donc, ce qu'il faut faire ici, ça va être prendre un élément de G sur H et l'envoyer sur le groupe de Galois de M sur K. Alors, un élément de G sur H, c'est une classe modulo H. Donc, si F est dans G, qui est égal au groupe de Galois de L sur K, on note F bar, sa classe, modulo, le groupe, H. H, je vous rappelle que c'est le groupe de Galois de L sur M. Alors maintenant, ce truc-là, c'est la classe d'une fonction du groupe de Galois, donc c'est-à-dire la morphisme du groupe de Galois L sur K, et on veut la transformer en un élément du groupe de Galois M sur K, c'est-à-dire une fonction qui va de M dans M. Comment on va faire? On va la restreindre à M. Alors évidemment, là, il y a pas mal de choses à vérifier à ce moment-là, et c'est ce qu'on va vérifier maintenant. Donc la première chose, c'est que, est-ce que si F est dans le groupe de Galois de L sur K,
on a que f restreint à m est dans le groupe de Galois de m sur k. Pour ça, on a besoin que f ce soit un morphisme de corps. C'est clairement un morphisme de corps puisque c'est la restriction d'un morphisme de corps. Et on a besoin qu'il aille de m dans m. Et ça, c'est le point qui peut éventuellement poser problème. Donc on a que f restreint à m est un morphisme de corps. C'est un morphisme de corps qui va de m dans a priori L, parce qu'on sait que f il va de L dans L, et il fixe K. Mais comme l'extension m sur K est galoisienne, en fait, ce morphisme-là, il est à valeur dans M. Pourquoi il est à valeur dans M ? Parce que si je prends un élément de M, et je regarde f restreint à M appliqué à cet élément-là, il va être envoyé sur un cas conjugué de cet élément. Et comme l'extension est galoisienne, tous les cas conjugués de notre élément, ils sont bien dans M. Donc f de x sera bien dans M si x est dans M. Et ça, c'est grâce au fait que l'extension est galoisienne. Donc ce truc-là, a priori, c'est bien un élément du groupe de Galois. C'est bien un morphisme de corps de M dans M qui fixe K, puisque le morphisme duquel on est parti, qui était dans le groupe de Galois de L sur K, il fixe K. Maintenant, le truc, c'est quand même que, a priori, ce truc-là, ça va dépendre du représentant de la classe F qu'on a choisi. Et on va montrer qu'en fait, c'est pas le cas. Donc, c'est-à-dire que ce morphisme phi est bien défini. Vérifions que phi est bien défini. C'est-à-dire que si f bar est égal à g bar, donc pour deux éléments f, g, dans G, le groupe de Galois de L sur K, si f bar est égal à g bar, alors ce qu'on obtient ici, c'est la même chose. F restreint à M est égal à g restreint à M. Alors qu'est-ce que ça veut dire que f bar est égal à g bar ? Ça veut dire que, donc on suppose que f bar est égal à g bar, où f et g, c'est des éléments du groupe de Galois de L sur K. Ça veut dire que f g-1 bar est égal à 1 bar, c'est-à-dire que f g-1 appartient à h. Autrement dit, on a que f g-1 est égal à un petit h, où h appartient à grand H. Grand H, je vous rappelle, est le groupe de Galois de L sur M. Maintenant, on peut écrire que f c'est égal à g fois h. Et maintenant, on va montrer qu'en fait, f restreint à m, ça va être égal à g restreint à m. Alors comment on fait ça ? Donc on va montrer que f restreint à m, c'est égal à g restreint à m. Comment on montre ça ? On écrit les choses proprement. Donc soit x dans m, et on veut montrer que f de x égale g de x, tout simplement. Mais ce qu'on sait, c'est que h, il est dans le groupe de Galois de L sur M. Donc, h de x égale x. Et si je repars de f égale gh, on obtient que f de x, c'est égal gh de x est égal à g de x. C'est bien ce qu'on voulait. Donc finalement, f restreint à m, c'est égal à g restreint à m. Et donc finalement, l'application phi qui prend un élément de g sur h et qui donne un élément du groupe de Galois de m sur k, et qui envoie naturellement la classe d'un morphisme de g modulo h sur la restriction de ce même morphisme à m, c'est une application qui est bien définie. Parce que l'élément ici, il dépend que de la classe de f modulo h. Alors c'est un morphisme. C'est un morphisme de groupe, ça c'est clair. Par exemple, pour vérifier que l'identité est envoyée sur l'identité, vous constatez que la classe de l'identité, c'est l'identité du groupe G sur H. Okay,
c'est le neutre du groupe G sur H. Et donc ici, vous envoyez la classe de l'identité sur une restriction de l'identité. Une restriction de l'identité, c'est évidemment l'identité. Donc vous obtenez bien que le neutre est envoyé sur le neutre. Et pour ce qui est de la composition, bah, c'est assez clair. Si vous prenez, on va l'écrire, si F, G sont dans G, alors on a que F bar, G bar, c'est égal à FG, pardon, c'est égal à FG, le tout bar. Et donc vous avez que phi de F bar fois G bar, c'est égal à phi de FG bar, c'est égal à phi de F bar, pardon, c'est égal à, excusez-moi, F à FG restreinte à M, c'est ça. Et maintenant, comme M est stable par G, bah ce truc-là, c'est F restreinte à M rond G restreinte à M. Voilà. Et donc cette chose-là, c'est bien phi de F bar, phi de G bar. Donc vous avez bien un morphisme de groupe. Okay, maintenant, le truc, c'est qu'on aimerait bien que ce morphisme, ce soit un isomorphisme. Alors on sait que des deux côtés, on a le même cardinal, c'est ce qu'on a montré avant. Donc il suffit de montrer par exemple soit l'injectivité, soit la surjectivité. Donc il suffit de montrer que phi est injectif ou surjectif pour conclure. Bah pour conclure quoi? Que G quotienté par H est isomorphe au groupe de Galois de M sur K, où bah, l'isomorphisme est donné par ce truc-là. Bon bah là on peut faire les deux, on peut faire soit injectif soit surjectif. La surjectivité, ça va essentiellement découler du théorème de prolongement des morphismes. Moi je vais vous faire l'injectivité plutôt. Alors l'injectivité, comment on fait? Donc soit F dans G, et donc on a que F bar est dans G sur H, et on suppose que F bar est dans le noyau. Donc là c'est un morphisme, donc pour vérifier l'injectivité, juste à vérifier que le noyau est trivial. On a donc que F restreinte à M, c'est égal à l'identité. Okay, c'est-à-dire que F laisse fixer M. Autrement dit, pour tout X dans M, F de X égale X. Et nous, on veut montrer quoi? Bah, on veut montrer que F bar, c'est égal à l'identité bar, c'est-à-dire que F est dans H, qui est égal au groupe de Galois de L sur M. Et dire que F est dans le groupe de Galois de L sur M, bah comme c'est déjà un morphisme de L dans L, un morphisme de corps de L dans L, ça revient juste à dire qu'il fixe M. Ah bah c'est ce qu'on vient de démontrer. Très bien. Donc, on a bien obtenu que F bar, c'est le neutre du groupe G sur H. Donc finalement, grand phi est injectif, donc bijectif. Pourquoi bijectif? Parce que les deux côtés ont le même cardinal. Car G sur H est de même cardinal que le groupe de Galois de M sur K. Et donc finalement, on a bien démontré le deuxième volet de la correspondance de Galois. Donc je vais expliciter là. Deuxième volet de la correspondance de Galois. Donc ça correspond essentiellement aux deux lemmes qu'on a montrés, le résultat qu'on vient de montrer. Donc je prends L sur K galoisienne finie, et M, un corps coincé entre les deux, H, un sous-groupe du groupe de Galois, que je vais appeler G, groupe de Galois de la grosse extension. Alors, première chose, on a équivalence entre eux. Donc, première chose, H distingué dans G est équivalent au fait que M sur K soit galoisienne. Et deuxième chose, dans le cas où une de ces deux conditions est vérifiée, c'est-à-dire les deux, où les conditions ci-dessus sont vérifiées, on a que
le morphisme phi qui va de G sur H dans le groupe de Galois de M sur K, qui naturellement a une classe d'un élément de G modulo H associe la restriction de ce même élément de G à M, ce truc-là est un isomorphisme. Et voilà ce que c'est que le deuxième volet de la correspondance de Galois. Donc en fait, ce truc-là, je voulais le démontrer aujourd'hui parce que c'est un résultat dont je vais avoir besoin dans la suite quand on va parler de ces fameuses histoires de résolubilité par radicaux, ce qui sera normalement, si tout se passe bien, mais je suis à peu près sûr que ce sera le cas, la prochaine vidéo. Donc il y avait ce truc-là qu'il fallait que je rajoute avant. Je me suis rendu compte que j'en avais besoin en fait. Mais donc normalement, la prochaine fois, on parle effectivement de résolubilité par radicaux, et on va introduire ce que ça veut dire, et on va démontrer des choses dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt.